Alors, nous allons donc reprendre le cours. Voilà, ça fonctionne normalement. Le son est bon. Déjà un auditeur, mais ils vont venir, rassurez-vous. Et donc, nous allons reprendre le cours. Alors, bon, évidemment, pour faire ce schéma de circulation réelle, pour essayer d'analyser, de modéliser le fonctionnement de l'économie, il va donc falloir commencer par dissocier les différents secteurs de l'économie. Alors, là aussi c'est un peu arbitraire, mais je ne suis pas le seul à faire ça, et finalement, c'est sans doute la manière la plus simple de représenter l'économie. Je vais dissocier 4 grands secteurs. Alors, ce n'est pas l'ensemble des secteurs de l'INSEE. L'INSEE a tendance à dissocier en plus de secteurs. Elle rajoute, par exemple, le secteur financier. Mais non, ça ne nous intéresse pas, le secteur financier, parce qu'ici, on est dans l'économie réelle. Elle rajoute aussi un secteur, donc là, qu'on va devoir intégrer, mais plus facilement, qui est justement ce qu'on appelle les administrations privées, c'est-à-dire les associations caritatives. Mais celui-là aussi, on ne va pas le prendre en compte pour simplifier la représentation de l'économie. Donc, il va nous rester 4 secteurs. Alors, ces 4 secteurs, on va les analyser, on va voir ce qu'ils sont, et ensuite, on va montrer ce dont ils bénéficient, c'est-à-dire en termes de richesse, c'est-à-dire les emplois qui vont prélever, la richesse qu'ils vont prélever, donc quand ils seront du côté emploi, c'est-à-dire la destination de la flèche, et puis on va voir aussi ce qu'ils produisent comme ressources, ce qu'ils contribuent à l'économie, c'est la ressource. Alors, premier secteur, évidemment, celui qui nous intéresse le plus, ce sont les ménages. Alors, déjà, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'ai tout le monde. Tout le monde est un ménage. Ce qui veut dire que la représentation que j'ai ici de l'économie, ce n'est pas la même représentation que celle que vous avez vue avec François Quesnay ou celle qu'on peut voir chez les classiques, qui dissocie les différentes personnes, hein, les propriétaires, les travailleurs, les capitalistes. C'est pour la représentation de Smith et de Ricardo. Donc, on est capitaliste ou on est travailleur, on n'est pas les deux à la fois. Bon, ici, ce n'est pas la même façon de représenter l'économie, puisque vous voyez que déjà le premier secteur économique, c'est l'ensemble du monde. Donc on va voir après que c'est d'autres entités qui vont nous intéresser. Donc premier secteur de l'économie, ici de l'économie réelle, ce sont les ménages, qui représentent en fait des unités de consommation. Donc on dit ménage, on ne dit pas les habitants. On dit les ménages parce qu'on va considérer par exemple on va compter comme une famille. Pourquoi ? Parce qu'une famille, c'est une unité de consommation cohérente. Un couple qui vit ensemble, qui prennent leur repas ensemble, c'est un ménage. Un célibataire isolé, c'est aussi un ménage. Donc on peut avoir des ménages de différentes tailles, mais ce qui est intéressant dans un ménage, c'est qu'ils prennent leur repas ensemble, ils vivent dans le même appartement, enfin dans la même maison, enfin dans le même foyer, pardon, et donc il y a une cohérence dans leur comportement de consommation. Donc, il n'y a pas de raison de les dissocier. Voilà. Vous avez une famille, souvent, il y a une personne qui fait les courses pour tout le monde. Donc, on ne va pas considérer que, par exemple, il y a des individus qui ne consomment pas du tout. Les enfants, ils n'achètent rien, donc ils ne consomment pas. Et puis, par contre, il y a des adultes qui, eux, consomment, donc c'est absurde. Donc, on va prendre le ménage, c'est-à-dire la famille dans son ensemble, comme unité de consommation. Si vous habitez dans le même appartement en colocation et que vous prenez des repas séparés, alors là, on va considérer que vous êtes plusieurs ménages. Parce que finalement, même si vous habitez dans le même appartement, parfois d'ailleurs, dans un appartement en colocation, il peut y avoir des gens qui payent des tarifs différents. Donc là, on va considérer que chaque ménage est autonome. Si vous êtes en colocation, mais vous mangez ensemble, vous consommez en quelque sorte ensemble, vous faites passer vos vacances ensemble, alors là, on va plutôt considérer que vous êtes un ménage. OK ? Donc ça, c'est aussi une question économique. Les ménages, ils ont une fonction essentielle qui est de consommer. Et donc, on va regarder comment ils consomment et on va les regrouper par rapport à leurs habitudes de consommation. Quand ils consomment ensemble, ils sont ensemble, ils comptent pour un ménage. Quand ils consomment différemment, eh bien, ce n'est pas un ménage, c'est des individus où chaque individu est un ménage. Alors, les ménages, ils vont apporter une ressource à l'économie. Quelle ressource ? L'offre de travail. On l'a dit tout à l'heure. Le travail, il vient des ménages. Il n'y a pas de travail qui apparaît dans l'économie spontanément. Tout le travail qui apparaît dans l'économie, il vient forcément des ménages. C'est la ressource.
Qu'est-ce qu'ils prélèvent sur l'économie, ces ménages? Ils prélèvent plein de choses. On a vu déjà, ils prélèvent de la consommation finale, de la consommation. Et puis, ils vont prélever de l'investissement. Ils vont prélever des services publics. Est-ce qu'ils vont prélever des salaires? Est-ce que je n'ai pas oublié ici les salaires? Non, monsieur, vous n'avez pas oublié les salaires, parce que les salaires, c'est du monétaire. Or, nous représentons le schéma de circulation réelle. Capitaux. Tout ce qui est monnaie n'est pas présent. Un salaire, c'est de la monnaie, donc. Est-ce qu'ils payent des impôts? Pareil. Oui, ils payent des impôts, bien sûr qu'ils payent des impôts, les ménages, mais on ne va pas le représenter ici, parce qu'on regarde uniquement les flux réels, pas les flux monétaires. Donc, quand je vous dis que je ne vous présente pas les flux monétaires, je ne suis pas là pour vous dire que je vous présente que la moitié de la réalité. Non, je vous présente toute la réalité réelle, pas la réalité monétaire. Ok? Au début, ça trouble un peu, parce que les étudiants, ils disent « Ah, mais comment voulez-vous étudier la richesse sans parler de ce qui est au cœur de la richesse et l'argent ?» Et en fait, non, au cœur de la richesse, ce n'est pas l'argent. Voilà, la monnaie, c'est un artefact qui permet plein de choses, qui est très utile, mais en fait, la vraie richesse, ce n'est pas la monnaie. Moi, je ne m'intéresse pas à ces flux monétaires, je m'intéresse qu'aux flux réels, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et qu'on va comprendre plein de trucs. Donc, ce qu'ils consomment, en quelque sorte, ce qu'ils prélèvent sur l'économie, c'est la consommation finale, marchande, les services publics non marchands, les investissements des ménages, on l'a vu dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est le logement, l'achat de logement ou l'investissement dans locatif. Alors, pour chacun, on va mettre, vous voyez ici, une notation. Alors, CF pour consommation finale. Alors, c'est-à-dire, ça se distingue de la consommation intermédiaire, qui est la consommation intermédiaire, donc il va produire des autres marchandises. Ici, c'est la destination finale de la consommation, en fait. Les services publics, on va les appeler G, comme government, qui est l'État. En anglais, ce n'est pas gouvernement, c'est un faux ami. Donc, c'est produit par l'État, enfin, par les administrations publiques. Et puis, l'investissement, on va avoir différentes formes d'investissement. Ici, on va faire I, indice M, pour investissement des ménages. OK? Bon, deuxième secteur de l'économie réelle. À votre avis? Oui, les entreprises. Alors, les entreprises, c'est tout ce qui produit. Qui produit quoi? De la production marchande. Donc, la ressource des entreprises, c'est la production marchande. Comment l'appeler? P petit e. Production, indice, entreprise. La production marchande, c'est la production qui est destinée à être vendue sur le marché. Alors, tout ce qui représente toutes les entreprises sont caractérisées par le fait qu'elles font de la production marchande. Une association qui produit un bien qui est vendu sur le marché, ça sera une entreprise. Par exemple, une compagnie de théâtre. Très souvent, les compagnies de théâtre sont des associations, loi 1901. Elles produisent un service, une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle est achetée par une collectivité qui va la programmer dans son théâtre municipal. Bon, ce qu'elle a produit, c'est bien une production marchande. La pièce de théâtre est bien une production marchande. Le fait que les spectateurs puissent payer un prix faible, voire que finalement ça soit gratuit pour ses concitoyens, ça veut dire que le service public ici de la commune, ça va être: je vous offre à vous, mes concitoyens, une pièce de théâtre gratuite. C'est tout à fait possible. Vous savez qu'il y a tous les étés, enfin avant cette année, tous les étés, il y avait des concerts en plein air. Il y a Trélazé, il y a un grand festival tous les étés qui est gratuit. Bon, les groupes de musique qui jouent dans les concerts de Trélazé, ils sont payés. Eux, ils produisent un service marchand. D'accord? Donc, quelque part, dans notre analyse, ils sont considérés comme des entreprises. Mais à qui ils vendent? Ils ne vendent pas aux gens, parce que les gens ne payent pas. Ils vendent à la commune de Trélazé, qui elle-même offre ce spectacle gratuitement à ses concitoyens. Donc là, on a une transaction. Donc l'entreprise, le groupe de musique, produit un service acheté par la commune, qui elle-même produit un service public, donc un bien non marchand,
qu'elle offre à ses concitoyens. D'accord ? Donc, l'entreprise est caractérisée par le fait qu'elle produit de la production marchande, quel que soit son statut, que ce soit une association, une compagnie de théâtre, une entreprise type société anonyme du CAC 40, une petite PME, un commerçant individuel, même un médecin, c'est une entreprise, parce qu'il produit un service marchand, le médecin. Ah ouais, vous le payez. Certes, vous êtes remboursé par la sécurité sociale, mais vous payez une prestation de médecine, et c'est ça son revenu. Donc un médecin libéral, c'est une entreprise. OK ? Donc on ne va pas regarder le statut, tout ce qui produit des services marchands, des coopératives, des associations, des entreprises, des religions libérales, etc., tout ça, c'est des entreprises. Bon, les entreprises, elles offrent quelque chose, elles contribuent à l'économie avec leur production marchande, et puis elles consomment aussi des ressources de l'économie. Cette consommation, c'est donc les emplois. Qu'est-ce que ça va être ? Eh bien déjà du travail. Elle va consommer du travail, parce que pour produire, il va falloir qu'elle ait des employés, des salariés. Elle consomme aussi une partie des choses qu'elle détruit dans le processus de production. C'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Donc ça va être les matières premières, l'énergie, on en a déjà parlé, et les biens intermédiaires. Elle investit elle aussi, et puis elle bénéficie aussi des services publics, puisque elle est protégée par la police et la justice, et elle bénéficie aussi de salariés bien formés par l'excellent système éducatif que nous avons. Enfin, il pourrait être meilleur, mais bon, c'est déjà ça. Donc ça, elle le prélève. C'est de la richesse qu'elle va prélever sur l'économie. Bon, qu'est-ce qu'on a comme troisième secteur ? Facile. Les administrations publiques. Les administrations publiques qui vont produire quoi, du coup ? De la production non marchande. C'est ça leur caractéristique. Donc, alors là aussi, ça ne veut pas dire que... alors, tiens, d'ailleurs, une chose. La SNCF, ça appartient à l'État. Mais ça produit une production marchande. Ça sera dans quel secteur ? Logiquement, ça sera dans le secteur des entreprises, puisque ça produit un service marchand. Okay ? Donc, la SNCF, même si c'est une entreprise publique, elle appartient au secteur des entreprises. Donc, les entreprises publiques sont des entreprises. Quand on parle d'administration publique, on ne parle pas que de l'État. On parle aussi de toutes les collectivités territoriales. Donc, dans administration publique, on a donc des administrations qui produisent un service non marchand à l'ensemble de l'économie. Ce service non marchand, il va être utilisé par les ménages, il va aussi être utilisé, on vient de le dire, par les entreprises. Donc, c'est le système éducatif, c'est le système de santé, c'est la police, la justice, la défense nationale, c'est les routes, qui sont produits et financés par les collectivités territoriales ou par l'État. Donc là aussi, ça dépend. Les départementales, elles sont financées par les départements, les nationales par l'État, et puis les rues, la rénovation des rues sont financées par la commune. Donc voilà, on a ici un service public gratuit, qui sont les routes et la voirie, qui est financé par les administrations publiques en général. Selon le type de route, elle va être financée par telle ou telle administration. Donc, les administrations publiques, c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, les départements, la commune, etc., etc. La région, la communauté de communes, voilà. Et puis, il y a un autre aspect très important des administrations publiques, celles qui fournissent un service d'assurance public obligatoire, qui est la sécurité sociale. Qu'est-ce que fournit la sécurité sociale ? Eh bien, elle fournit un service d'assurance. Assurance retraite, assurance santé, allocation familiale, dans lequel il y a aussi les aides au logement. C'est la branche famille de la sécurité sociale qui finance. Vous allez à la CAF, ou caisse d'allocation familiale, pour toucher les APL. Elle finance aussi les accidents du travail, la sécurité sociale. Donc, en fait, on a 4 branches de la sécurité du travail, on a 4 branches de la sécurité sociale, pardon. La branche retraite, qui est en volume la plus importante. C'est là où il y a le plus d'argent qui circule. La branche maladie, qui est elle aussi très importante. La branche famille,
aide au logement, allocation familiale, allocation de rentrée scolaire, etc. Et puis la dernière, c'est la branche accident du travail, qui est très importante elle aussi, parce qu'elle assure en fait la sécurité financière des salariés. Alors, c'est pas tous les organismes de protection sociale ne sont pas que la Sécu. Il en existe un autre très important, dont je n'ai pas parlé, c'est l'assurance chômage. Pôle emploi, en quelque sorte, mais plus précisément, ici, l'UNEDIC. Parce que Pôle emploi, c'est une administration publique de l'État, et l'UNEDIC, c'est ce qui a financé le chômage. Et ça, c'est en dehors de la sécurité sociale officiellement, parce que ça a été créé après, et ça n'a pas été totalement rattaché. Alors on parle d'ailleurs de créer au sein de la sécurité sociale une 5e branche. Alors la 5e branche, c'est justement les cadres dont j'ai parlé tout à l'heure, donc vieillesse, maladie, famille, accident du travail. La 5e branche, ça serait la dépendance. C'est un besoin extrêmement important qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, dont on mesure les effets, c'est comment on gère les personnes âgées dépendantes. Alors elles sont généralement, très souvent, elles sont dans des EHPAD, qui pose évidemment problème aujourd'hui en termes de crise sanitaire qui touche surtout les personnes âgées. Mais ces EHPAD coûtent très cher. Qui doit prendre en charge ce coût? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la personne âgée elle-même, mais quand elle a une petite retraite, elle n'a pas assez d'argent pour financer un EHPAD, donc qu'est-ce qui se passe? La famille l'aide en fait, les enfants, mais s'ils n'ont pas d'enfants, alors là, c'est compliqué pour eux. Moi, je n'ai pas d'enfants, quand je serai en EHPAD, je vais avoir du mal. C'est pour ça que j'ai intérêt à faire une grosse épargne avant pour pouvoir financer mon EHPAD dans quelques années. Enfin, j'ai un petit peu de temps encore, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est embêtant. Mais moi, je suis un privilégié. Imaginez quelqu'un qui a été toute sa vie au SMIC, qui n'a pas d'enfant. Comment on organise ensuite la gestion de sa dépendance? En fait, il faudrait c'est pour ça qu'on pense à une 5e branche, mais pour ça, il faudrait cotiser. Il faudrait que tout le monde soit obligé de cotiser pour mettre dans une caisse commune pour financer la dépendance des personnes qui n'ont pas assez de ressources. Bon, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais comme on ne veut surtout pas augmenter les impôts, alors on ne sait pas comment le financer. Donc, on dit, je sais pas en fait, on dit on va le faire, on ne le fait pas en fait. Voilà, c'est ça. Encore une fois, là, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a dit, le gouvernement, pas Emmanuel Macron lui-même, a dit il faut penser à la 5e branche de la sécurité sociale. Tapez dans Google 5e branche de la sécurité sociale, vous verrez, il y a plein de trucs qui arrivent, et même des actualités récentes. Et en même temps, ils disent on ne peut pas augmenter les impôts, donc on ne sait pas comment faire. Voilà. C'est clair que si on donne un nouveau droit aux gens, il va bien falloir le financer par l'impôt. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Donc, les administrations publiques, pour conclure, pour répéter et conclure, c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, et c'est les organismes de protection sociale dont fait partie la sécurité sociale et, on va dire, l'assurance chômage. C'est tout ça. Bon, ce sont aussi des producteurs, ils produisent une production non marchande. Qu'est-ce qu'ils prélèvent sur l'économie? Quels sont leurs emplois? Eh bien, même chose que pour les entreprises, ils prélèvent déjà du travail. Il faut des travailleurs pour faire tourner les administrations publiques. Ils prélèvent aussi la consommation intermédiaire. Oui. Par exemple, ce cours ne peut se faire que grâce à l'électricité qui est consommée par l'université. Et puis, il faut de l'investissement ici public, donc I indice G. Production non marchande, c'est P indice G. C'est par exemple ce bâtiment qui est de l'investissement, mais aussi cet ordinateur est de l'investissement, ce vidéoprojecteur est de l'investissement, puisque finalement, ça correspond aussi à la capacité que j'ai de faire un cours. Bon, j'ai dit qu'il y avait 4 secteurs dans l'économie réelle. Et là, je vous en ai présenté 3. Lequel il manque? Alors, ceux qui ont le PDF sous les yeux, c'est facile. Mais les autres, eh bien oui, ils ont trouvé, je ne sais pas s'ils ont trouvé, mais peu importe, personne ne parle, c'est le reste du monde. C'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, parce qu'en fait, une économie, elle fonctionne toujours en rapport avec l'extérieur. Elle n'est pas fermée complètement. Alors évidemment, si je devais vous faire une analyse de l'économie mondiale, il n'y aurait pas de reste du monde. Parce qu'on ne commerce pas avec Mars, Vénus ou des planètes extrasolaires, en dehors du système solaire. Donc, par contre, en général,
D'ailleurs, c'est assez intéressant, on s'intéresse très peu à l'économie du monde. Il y a très peu d'économistes qui s'intéressent au fonctionnement de l'économie mondiale à l'échelle mondiale. On s'intéresse toujours aux économies nationales. Il y a une raison à cela. C'est, concrètement, ça serait très compliqué parce que, par exemple, il n'y aurait pas les mêmes règles partout, donc on ne comptabiliserait pas partout de la même façon la valeur des choses. Ça serait très, très compliqué. Donc ici, on va s'intéresser plutôt aux économies nationales, notamment à la France. Et donc, on a besoin d'ajouter un secteur institutionnel qui est tout ce qui est à l'extérieur. Donc, on a ici le secteur du reste du monde qui représente les soldes des opérations réalisées avec des agents qui ne résident pas sur le territoire. C'est-à-dire que pour savoir ce qui est dans le reste du monde, on va prendre tous les agents économiques qui se situent à l'extérieur du territoire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Imaginez que vous êtes français et vous vivez au Sénégal. Est-ce que vous appartenez à l'économie française ou est-ce que vous appartenez à l'économie sénégalaise ? La réponse est, vous appartenez à l'économie sénégalaise. Si vous êtes sénégalais et que vous vivez en France, alors vous appartenez à l'économie française. On va regarder la résidence de l'agent, là où il vit, et non pas sa nationalité. Deuxième exemple, vous êtes français et vous partez 3 semaines au Sénégal pour les vacances. Vous appartenez à quelle économie ? Vous appartenez à l'économie française, puisque votre lieu de résidence n'a pas changé, vous êtes juste en vacances. Ça veut dire que toutes les dépenses que vous faites au Sénégal seront considérées comme des exportations du point de vue du Sénégal. Le tourisme, pour certains pays, c'est une des ressources en devises les plus importantes. Quand vous êtes en gros, la France, qui est un des grands pays touristiques au monde, lorsqu'il y a des étrangers qui viennent sur son territoire et qui dépensent des nuits d'hôtel, etc., eh bien, elle gagne de l'argent. Et donc, on peut dire qu'elle exporte, en quelque sorte, un service touristique, puisqu'on va considérer que ces étrangers qui sont résidents, enfin, qui ne sont pas résidents, mais qui sont en transit sur le territoire, en fait, ne sont pas résidents. Donc, tout ce qu'on va leur vendre, ça va être des exportations. OK ? Troisième élément, vous avez Renault qui a une usine en Roumanie, Dacia. Est-ce que ça appartient à l'économie française, Dacia ? Non, ça appartient à l'économie roumaine. C'est bien le lieu de résidence, là aussi, de l'usine. Inversement, vous avez une entreprise américaine qui ouvre une succursale en France. Eh bien, cette fois-ci, cette entreprise sera une entreprise française du point de vue économique. D'accord ? Donc, on va regarder ce qui se passe au sein des frontières. OK ? Sans s'intéresser à la nationalité d'une entreprise. D'ailleurs, en passant, la nationalité d'une entreprise, c'est très, très compliqué. Vous avez des entreprises dont le capital peut être détenu par plein de gens. Si vous voulez acheter une action Google, par exemple, vous êtes français, vous avez une action Google. Si beaucoup de Français veulent acheter des actions Google, et si beaucoup d'Américains vendent les actions à des Français, au bout d'un moment, il est possible que Google devienne français, finalement, parce qu'elle serait détenue par des Français. Mais en fait, tant que Google produit aux États-Unis, elle appartiendra à l'économie américaine, même si tout son capital est détenu par des Français. Okay, d'un point de vue économique. Et là aussi, voilà, c'est bien le lieu de production qui nous importe. Vous pouvez avoir des entreprises où le capital est détenu par plein d'agents de plein de pays différents. Et là, comment on peut traiter ? On va regarder où elle a lieu, où elle produit, et c'est là qu'on va considérer qu'elle appartient, c'est l'économie dans laquelle elle appartient. Bon, le reste du monde représente les soldes. Alors, quelle est la contribution, quelle est la ressource du reste du monde ? Qu'est-ce que le reste du monde apporte à l'économie ? Ça s'appelle comment ? À votre avis ? Dites-moi, oui. Quelle est la ressource du reste du monde ? Comment on appelle ça ? Bon, personne ne se lance. Les importations. Et oui, il y avait un piège. Parce que souvent, on dit la ressource, c'est les exportations. Non ! En économie réelle, la ressource, c'est les importations. C'est bien ça qui rentre.
dans l'économie. C'est-à-dire que l'économie, le reste du monde, qu'est-ce qu'il apporte à l'économie? Il apporte les importations. Qu'est-ce qu'il prélève, du coup? Les exportations. OK? Puisque là, on est en économie réelle. Bien sûr, les flux monétaires, ils vont au sens inverse. On est d'accord. Les importations, c'est ce qu'on paye. Et les exportations, c'est les revenus qu'on a. Mais, encore une fois, là, on analyse l'économie en termes réels, pas en termes monétaires. Bon, alors maintenant, il nous reste 10 minutes. Je vais terminer à -5. Et je vais vous faire un schéma qui représente la circulation réelle. Je vous l'ai promis et je vous le fais maintenant. Alors, premièrement, je vous invite d'ailleurs à prendre une feuille et à le faire en même temps que moi. Comme ça va vous aider à le mémoriser et à le comprendre. Donc, vous prenez une feuille, une assez grande feuille, hein, c'est bien. Comme ça, vous aurez la place. Et vous commencez par mettre les 4 secteurs. Ça va être un schéma avec des flèches, hein. Logique. On regarde les flux. Premier. Oui, aucun son détecté. Ben, je sais bien, j'ai arrêté de parler. Alors, vous mettez en haut AP. AP, c'est administration publique. Vous mettez à droite les entreprises. Oui, pourquoi pas faire des allusions politiques. À gauche, les ménages. Et en bas, le reste du monde. On est français, le reste du monde, on s'en fiche un peu, on le met tout en bas. Bon. Alors maintenant, on va regarder ce que chacun des secteurs apporte, premièrement. Alors, les ménages, on a dit qu'ils apportaient... Ah ben, ça ne marche plus. Ah, ça marche. Bizarre. Bon, ils apportent le travail, l'offre de travail. Hello. Facile à faire. Les administrations publiques apportent la production non marchande, P indice G. Les entreprises apportent la production marchande, P indice E. Et le reste du monde apporte, on l'a vu, les importations, grand M. Pas obligé de faire ça à la règle, très bien, hein. Sinon vous n'aurez pas le temps. Vous recopierez ça chez vous plus tard. Vous le ferez 2 fois comme ça vous apprendra. Plus on le fait, plus on mémorise. En fait, il est très facile à faire ce schéma, il est très logique. En fait, j'aurais pu vous donner une feuille blanche et vous laisser un quart d'heure et dire, voilà, maintenant, vous avez toutes les informations, faites-le, le schéma. Bon, en fait, ça aurait été un peu compliqué. Hein, mais en fait, on a déjà toutes les informations. On a vu les ressources, les emplois, tout ça, on a vu les secteurs. Tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, c'est des choses qu'on avait déjà dites tout à l'heure. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, puisqu'on est là dans la circulation, de regarder où vont ces ressources. Alors, où va aller le travail? C'est facile. Premièrement, il va aller vers les entreprises. Alors, ici, on a le travail rouge, la ressource qui se transforme en emploi vert. Dans la légende tout à l'heure, c'est la demande de travail des entreprises, donc LDE. L indice D, donc demande de travail des entreprises E. Et là, alors je vous fais une flèche comme ça exprès, vous pourriez tout à fait faire un truc comme ça, mais vous allez voir que après ça va devenir illisible, donc je préfère passer par-dessus. Donc forcément, on va avoir une LDG, demande de travail des administrations publiques, voilà, qu'on va mettre ici comme ça. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Pour l'instant. Alors, continuons. Que va devenir la production non marchande? Alors, elle va produire G. Alors, G, c'est les services publics. D'accord? La production non marchande va se transformer en services publics. Ces services publics, ils vont aller vers les entreprises et vers les ménages.
Donc là aussi, on va faire des flèches, hop, hop, voilà. Bon, ben là, c'est fini. Il y a très peu de services publics qui vont vers le reste du monde, hein. Donc on ne va pas le mettre. Ou alors, parfois, c'est des opérations militaires. Mais bon, c'est pas... Enfin, bref. C'est effectivement sa destination du reste du monde, mais c'est surtout pour les Français qu'on fait les opérations militaires. C'est pas pour les pays, enfin parfois, enfin bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc nous avons maintenant la production marchande des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette production marchande? Alors, tout d'abord, il y a une partie de la production marchande qui va être transformée en consommation finale et achetée par les ménages. Cette consommation finale, elle va vers les ménages, ici. En fait, on pourrait tout à fait dire que les services publics, c'est aussi une forme de consommation des ménages, hein, une consommation non marchande. Donc vous verrez d'ailleurs, dans le TD 5, que on estime la consommation effective des ménages en rajoutant ce qu'elle achète, en rajoutant à ce qu'elle achète les services publics. Hein, mais ici, c'est intéressant de les distinguer, mais il faut bien comprendre que la nature même des services produits n'est pas forcément différente. Je vous donnais l'exemple de cours de fac qui est un service public, et le même cours peut être fait par une entreprise privée, et dans ce cas-là, ça sera une consommation finale, hein, mais finalement, c'est la même chose. L'entreprise, elle va produire aussi des biens de consommation qui vont servir à la production des producteurs que sont les entreprises et les administrations publiques. Donc, une partie de la production des entreprises, la production marchande, donc, va être utilisée par les administrations et les entreprises. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais certains... Dans la comptabilité nationale, alors je vous le dis, c'est une parenthèse, on va le revoir de toute façon plus tard. Très souvent, quand vous avez un petit commerçant ou un agriculteur, par exemple, ou un artisan, ou même une profession libérale, très souvent, par exemple, un médecin, il va être une entreprise. Tout à l'heure, j'ai dit il est une entreprise, parce qu'il produit un service marchand, c'est vrai, d'un point de vue de notre schéma de représentation. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est que l'INSEE, elle va considérer que comme il n'y a pas de dissociation du compte personnel de la personne en tant que producteur et de son compte en tant que consommateur, elle va considérer que c'est un ménage. Et donc, vous verrez, on va en parler dans le TD5, que un petit commerçant en agriculteur, il est à la fois entreprise et ménage, en fait. Et donc, il faut savoir où est-ce qu'on le met. Alors, nous, ici, on représente un fonctionnement schématique. Donc, on va considérer que l'agriculteur qui produit, il est dans les administrations publiques, et puis l'agriculteur qui consomme, il est dans les ménages. Mais en fait, ça, c'est possible ici parce qu'on est dans une représentation schématique, mais dans l'INSEE, on ne peut pas les mettre dans ces deux endroits, sinon on les compte deux fois. Donc, ce que va faire l'INSEE, c'est qu'elle va les mettre dans les ménages. Donc, on va avoir une partie des ménages qui vont produire des richesses, de la valeur ajoutée. C'est tous les entrepreneurs individuels. Mais ici, nous, on extrait ça. Hein, on simplifie, on montre le raisonnement brut. L'INSEE, eux, ils sont censés montrer la réalité des chiffres. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des ménages qui produisent, dans la manière dont l'INSEE comptabilise les ménages, il y a des producteurs, donc on pourrait avoir une consommation intermédiaire qui irait vers les ménages. Mais ici, puisqu'on est dans un schéma simplifié archétypal, on va considérer que tous les producteurs sont dans les entreprises ou dans les administrations publiques. Il n'y a pas de ménage producteur, hein, donc il n'y a pas de consommation intermédiaire qui va vers les ménages. OK ? Toute la consommation des ménages, par définition, c'est une consommation finale. Bon, la production des entreprises, la production marchande, se transforme aussi en investissement. Cet investissement, eh bien, il va aller vers les trois autres agents de l'économie, vers les entreprises, hein, qui va acheter des machines, mais aussi, on va avoir l'investissement immobilier, par exemple, chez les administrations publiques. Et puis, on aura aussi un investissement immobilier. Cette fois-ci, c'est juste l'immobilier résidentiel, hein, parce que ce n'est pas un agent producteur, mais il y a tout de même de l'investissement. Et puis enfin, il va y avoir une production marchande qui va être exportée. Dans ce cas-là, elle va aller vers le reste du monde.
Bon, les importations, qu'est-ce qu'elles deviennent? En fait, c'est la production marchande. Donc, elles vont devenir... Ah, excusez-moi, j'ai oublié ça. Ah oui. La production marchande va être transformée en consommation intermédiaire, en consommation finale, en investissement, en exportation. Et puis, parfois, la production marchande ne va pas trouver acheteur et donc elle va être stockée. Donc, c'est la variation des stocks. Alors, la variation des stocks, elle peut aller dans les deux sens. Parfois, on vend plus que ce qu'on produit, et dans ce cas-là, les stocks diminuent. Parfois, on produit plus que ce qu'on peut vendre, et dans ce cas-là, les stocks augmentent. Alors, c'est très intéressant pour un conjoncturiste, c'est-à-dire un économiste spécialisé dans la conjoncture économique, qui va chercher à anticiper ce qui se passe. C'est très intéressant de regarder les variations de stock. Parce que quand vous voyez dans l'économie, regardez les chiffres de l'INSEE, vous voyez, ce mois-ci, les stocks ont augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont plus produit qu'elles n'ont vendu, et ça a une conséquence, et ça veut dire qu'elles vont falloir qu'ils produisent moins. Donc ça veut dire qu'on est en phase bientôt de récession. À l'inverse, quand vous voyez que les stocks diminuent, ça veut dire qu'il va falloir les réalimenter, et il va falloir produire plus. Donc ça veut dire que les entreprises ont beaucoup vendu, ça veut dire qu'une phase de croissance. Donc parfois, quand on veut comprendre comment va aller l'économie dans le prochain mois, c'est intéressant d'observer la variation des stocks. Donc je termine, parce que c'est bientôt l'heure. Les importations, elles vont se transformer. Alors généralement pas en exportation, pas en stock, en consommation intermédiaire, en consommation finale et en investissement. Nous avons donc ici la légende, en vert les emplois, en rouge les ressources. Trois marchés apparaissent ici. Le marché du travail, ce qu'on appelle le marché du travail, ici. Le secteur des services publics, ici. Et le marché des biens et des services, ici. On ne met pas les variations de stock dans le marché des biens et des services, puisque par définition, ça n'a pas été vendu. Et maintenant, nous avons un titre, une représentation des flux économiques réels, puisqu'on n'a pas représenté les flux monétaires, ni d'ailleurs les flux financiers, mais on a ici une représentation de l'économie, qui est assez... qu'il faut apprendre par cœur. Comme ça sera fait. Bon, c'est encore une fois schématique, c'est simplifié, mais ça montre comment la richesse est produite et circule dans l'économie. Voilà, je vous ai mis le chapitre 3 sur Moodle. Vous pouvez retrouver ce schéma sur Moodle facilement, si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Et je vous dis à la semaine prochaine.